Et puis, je vois qu'il est 14 heures, donc on va peut-être commencer doucement par une présentation, Hélène et moi. Et ensuite, on va démarrer cet atelier qui, j'en profite pour vous le dire immédiatement, et il est enregistré. Là, vous voyez que l'enregistrement a débuté. Donc, si vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez bien évidemment couper votre caméra, mais évidemment, d'enregistrer cet atelier permet d'en faire bénéficier un peu plus de monde. Ça permet de le mettre en replay ensuite sur le site et que les gens puissent le regarder à nouveau en dehors de cette heure assez circonscrite qu'on se donne là jusqu'à 15 heures. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez, si vous ne souhaitez pas apparaître sur ce replay, à couper votre caméra. Il n'y a aucune obligation. Alors Hélène, je me présente et puis ensuite tu te présenteras. Avec Alors, plaisir. donc moi je suis enseignante dans le secondaire. J'ai enseigné pendant 5 ans en REP+. J'enseignais les lettres modernes, le français, et j'ai entamé un tour du monde de l'éducation en 2017, sur l'année scolaire 2017-2018. Et je suis mentor être prof depuis 2018. À toi Hélène. Merci beaucoup, Juliette. Bonjour tout le monde. Voilà. Et moi, je suis Hélène, professeure des écoles en Seine-Saint-Denis en disponibilité pour rejoindre les oiseaux de la Nièvre et du Morvan. Et pour, voilà, je travaille au sein de l'association SynLab pour coordonner le parcours en jeu raccrochage. Dont sont issues voilà, quelques-unes des ressources et des outils que l'on va vous présenter aujourd'hui avec Juliette. Voilà. Oui, on aura l'occasion de vous présenter un petit peu plus en amont le parcours en jeu raccrochage sur lequel on a bien travaillé avec Hélène et dont sont issus effectivement les outils qu'on va vous présenter. Et peut-être que le premier qu'on va vous présenter immédiatement, ça va être la grille de désengagement qui permet en fait... Alors, je vais vous expliquer peut-être en 2 mots comment va s'organiser ce temps d'atelier. On va vous présenter cette grille d'observation qui permet, et que vous pourrez, si vous allez la télécharger sur le site, l'utiliser en fait avec vos élèves durant toute la temporalité d'un enseignant, c'est-à-dire que avec les prochaines années, etc., vous pourrez la réutiliser évidemment. Et elle vous permet en fait, enfin, elle permet aux enseignants d'un peu s'arrêter sur les signes avant-coureurs du décrochage. Et en ça, on a travaillé main dans la main avec 2 chercheurs, Fernando Núñez, qui est qui est spécialiste du décrochage scolaire, et Marine Portex, qui est chercheuse en psychologie cognitive, et qui, eux, ont vraiment travaillé sur le consensus scientifique de qu'est-ce qui devrait nous alerter en tant qu'enseignants pour un élève en ce qui concerne le décrochage. Donc il y a vraiment eu une alliance entre théorie et pratique sur cet outil qui a été celui-ci. Donc la théorie des chercheurs et la pratique des enseignants, de nous, qui avons travaillé sur cet outil pour se dire, bon, ok, maintenant on sait quels sont un peu les signes de décrochage. Nous, en classe, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant comme outil et comme pratique pour lutter contre le décrochage? Donc, il y a vraiment un vrai étayage et un vrai socle scientifique sur cet outil qui, à mon sens, est assez rassurant quand on enseigne, de se dire, bon, là, quand même, ça a été un peu validé par la science. Donc, parfois, on tâtonne, mais c'est quand même toujours mieux de tâtonner avec quelques repères. Donc, on va vous montrer un petit peu cet outil qui pourra vous servir ensuite et qui pourra servir à tous les collègues par la suite. Et à partir de cet outil, faire le point ensemble sur un petit tableau collaboratif des stratégies que vous avez pu tenter dans vos classes et qui ont fonctionné ou pas fonctionné. En discuter un peu, échanger, etc. Et ensuite, Hélène et moi vous présenterons des outils qu'on peut utiliser pour dynamiser la classe, puisque c'est
C'était l'objectif de cet atelier. Et à partir de là, se dire, bon, bah, on se projette dans la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place maintenant que j'ai fait le bilan de ce que j'ai testé, ce que j'ai testé et qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, des outils qu'on va vous proposer. Voilà, comment on se projette sur cette fin d'année. Donc, je pense que ça va nous occuper l'heure. On va essayer de ne pas déborder. Et voilà, donc pour commencer, je vous présente rapidement l'outil que j'évoquais. Alors, c'est l'outil qui est destiné au second degré, mais cette grille d'observation est quasiment la même pour le premier degré. Donc, oui. Excuse-moi, Juliette. Voilà. Donc, on vous mettra le lien tout à l'heure vers le parcours en jeu raccrochage, mais donc la grille pour le second degré et la grille pour le premier degré, les deux sont disponibles sur le parcours. On vous transmettra les liens à l'issue de l'atelier si ça vous intéresse de les utiliser. Alors, donc, pour vous le présenter brièvement, c'est un fichier Excel avec 4 onglets, comme vous le voyez en dessous. Le premier, c'est la présentation, comme le nom l'indique. Le deuxième, vous entrez les observations. Donc là, vous voyez qu'en fait, il y a des signes qui ont été identifiés par Marine et Fernando, issus de la littérature sur le décrochage, travaille beaucoup sans résultat, a des résultats scolaires très faibles, a du mal à persévérer ou refuse la difficulté, apparaît désengagé sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'un élève qui n'aime pas l'école, qui s'engage peu dans les activités, a des comportements en décalage avec la norme scolaire et est régulièrement en retard ou absent. J'imagine que là, vous avez déjà en tête des noms d'élèves qui viennent, comme moi, j'imagine. Et donc là, vous choisissez, soit si vous êtes enseignant du primaire, vous choisissez votre classe, soit si vous êtes enseignant du secondaire, vous pouvez choisir la classe qui vous semble la plus désengagée, compléter la liste d'élèves ici, et en fonction de chaque élève, compléter et marquer d'un 1 les caractéristiques qui correspondent à chacun de vos élèves. Donc si on utilise par exemple Ulysse et Hélène et Pénélope, voilà, comme ça on reste dans une bonne thématique. Ulysse qui travaille beaucoup sans résultat et qui a du mal à persévérer ou qui refuse la difficulté. Hélène qui n'a pas ces problématiques-là, donc on laisse les cases vierges. Et Pénélope qui travaille aussi beaucoup sans résultat, c'est vrai, et qui, on va dire, a des résultats scolaires très faibles. Voilà, donc vous faites le profil de votre classe. Ensuite, vous accédez à l'onglet 3 qui va vous permettre d'avoir une vision un peu plus claire de la problématique la plus centrale de votre classe. Et là, on se rend compte que dans ma classe, parmi mes 3 élèves, la problématique la plus centrale, c'est des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, puisque j'en ai quand même 2 sur 3 qui ont cette problématique-là. Donc à partir de ça, on va vous proposer des stratégies pédagogiques. Enfin, quand je dis on, c'est qu'on a réfléchi en conciliant théorie et pratique, comme je vous expliquais tout à l'heure, à des stratégies qu'on pouvait mettre en place pour remobiliser les élèves. Donc pour ma problématique qui était mes élèves ont des difficultés d'apprentissage, je vais avoir plusieurs choix possibles. Développer les compétences métacognitives, différencier mon enseignement, enseigner de manière explicite, favoriser la coopération et faire évoluer les croyances de mes élèves sur l'intelligence. Et à partir de là, on va avoir des outils qu'on va vous montrer un petit peu tout à l'heure et qui vont nous permettre de nous lancer dans ces stratégies pour répondre et lutter contre le décrochage et contre la démobilisation des élèves. Donc voilà, ça c'est un petit outil qui nous semblait assez important de partager avec vous et qui permet aussi de tout de suite cadrer peut-être les pratiques qu'on peut tous avoir déjà mis en place en classe ou pas dans ces différentes stratégies. Autonomie, métacognition, motivation, différenciation, malentendu socio-cognitif, c'est-à-dire expliciter davantage notre enseignement, favoriser la coopération et travailler sur la croyance vis-à-vis de l'intelligence. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se dirige tous sur un petit pad collaboratif dont je vais vous partager le lien. Hop.
Alors, Alors, j'en profite pour reprendre quelques éléments qui ont été indiqués dans le chat. Donc, Laurence qui nous dit qu'effectivement, avec le Covid, le travail en groupe est impossible à cause de la distanciation. Donc, effectivement, il faut envisager d'autres voilà, modalités qui permettent, par exemple, la coopération entre élèves sans ce travail en groupe et de proximité avec les élèves, effectivement. Pardon, Juliette. Donc, pas de souci. Donc, ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est peut-être qu'on prenne un quart d'heure ensemble à travailler sur ce pad. Est-ce que tout le monde y a accédé ou y a accès? Peut-être que je vais faire un partage d'écran pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est assez intuitif, mais malgré tout, ça permettra qu'on parte tous sur les mêmes bases. Hop, voilà. Alors, ça, c'est effectivement le pad sur lequel on va travailler là pour le prochain quart d'heure. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être de réfléchir à ces 2 premières colonnes qu'ai-je déjà testé et qui étaient peut-être un peu bancales, voilà, qui nécessiteraient d'être améliorées. Et qu'est-ce que j'ai déjà testé avec succès? Ça peut être des petits outils, j'ai fait des travaux de groupe, j'ai fait n'hésitez pas à être spécifique pour qu'on puisse en discuter de manière assez spécifique. Et n'hésitez pas non plus à noter votre prénom dessus, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse échanger autour de ces différentes pratiques et qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Alors, on a des personnes qui interviennent déjà sur le tableau en déplaçant les 7 stratégies du parcours qu'on avait placées à droite. Donc, si vous voulez une autre modalité d'action possible, c'est d'aller sous le tableau. Il y a un petit Ah oui, c'était post-it. ça que... Oui, excusez-moi, je n'ai même pas présenté ça. Comment ajouter un post-it? Oui. Donc, si vous êtes sur le lien que Juliette a partagé, vous verrez que sous le tableau, il y a un petit post-it qui est intitulé Double-cliquer pour méditer. M apostrophe. et voilà, en double-cliquant, vous pouvez le compléter. Et ensuite, en cliquant une fois et en faisant glisser le post-it, vous pouvez le ranger là où vous souhaitez dans le tableau. Voilà. Ah, Laurence, vous partagez votre écran avec nous. Ah oui. Alors, je vais vous le stopper. Je vais le stopper, voilà. Alors, en parlant de travaux en groupe, alors il y a des personnes qui m'envoient des messages, mais du coup, c'est en message direct. Donc, n'hésitez pas quand vous utilisez l'espace de discussion. Vous pouvez choisir soit de m'écrire à moi toute seule, à l'équipe Être Prof, sinon, ça peut être écrire à tout le monde. Et je relais le message de Marine au sujet du travail en groupe qui nous disait qu'elle avait réussi à faire des travaux de groupe à distance par la réalisation de podcasts. Ah, alors Marine, dites-nous en plus. Peut-être que Marine, est-ce que ça vous dit de prendre la parole pour évoquer un peu cette expérience? Oui, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que donc, je suis enseignante en prévention santé environnement. Et du coup, donc avec mes élèves de première, là, on a travaillé sur les pratiques alimentaires à la fois en distanciel et en présentiel, puisque là, au final, on est entre les deux avec la jauge. Et donc, en fait, je leur avais fait un Padlet avec le nom des groupes. Enfin, ils ont choisi leur groupe. Donc, ils avaient les thématiques, ils se positionnaient. Et donc, par groupe, en fait, ils avaient des ressources sur ce Padlet-là. Et puis, du coup, alors, j'avais la chance d'avoir des élèves qui avaient tous des iPhones. Donc, c'est vrai que avec Imovie, c'était très simple du coup de pouvoir faire des podcasts. Donc, et en fait, au départ, ils étaient, mais madame, on est à distance, on peut pas travailler en groupe. Puis en fait, si, je leur ai montré comment faire et ça a été super, quoi. Vraiment, ça a super bien marché. Ils étaient à fond. Donc, et même les élèves les plus discrets que je voyais pas forcément en cours, je les ai découverts du coup Ah ouais, ça c'est par beau. ce truc-là, quoi.
Et du coup, ces podcasts, vous les avez enregistrés? Oui, Et ils en sont fait, disponibles? oui, je les ai mis en fait sur une... parce qu'en fait, bah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Enfin, on nous dit qu'on n'a pas forcément le droit d'utiliser le YouTube. Mhm. Donc, du coup, moi, j'ai utilisé Stream via Teams, en fait. Ah oui, ok. D'accord. Et je les ai mis dessus. D'accord. Oui, c'est vrai. Après, il y a aussi oui, peut-être que c'était juste dans l'Académie de Versailles, euh, un, un site exprès pour qu'il soit un peu RGPD compatible. Ouais, c'est ça. C'est un peu la difficulté, effectivement. Mm. Bah, super, super expérience en tout cas. C'est vrai qu'à distance, faire collaborer les élèves, c'est quand même un sacré enjeu, ouais. Est-ce il y en a d'autres qui, à distance, ont réussi à monter des projets et à travailler justement sur la coopération pour éviter justement le décrochage et le désintérêt et stimuler la motivation? Est-ce qu'il y a d'autres expériences qu'on pourrait partager pour se donner envie? Alors, hop. Ah oui, il y a un Peertube académique. Bah voilà, Ah, comme quoi. mince. Et pour répondre à Lucille, oui, la conférence va être Oui. revisionnable puisque on est, euh, on est enregistré en ce moment. Ah, je vois que le tableau, c'est bien rempli. Hop. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que quand on met les grands post-it, après, ça prend toute la place. Et quand on fait un changement, ça le fait pour tout le monde. Donc, c'est vrai que je vois qu'il y a effectivement des post-it. Alors, oui, il faut essayer d'éviter de changer la taille du tableau parce que sinon, ça le change pour tout le monde. Là, toutes les modifications que chacun fait, ça les fait vraiment pour tout le monde. Donc là, je vois que, alors, dans à améliorer, on a quelques pistes. Responsabiliser mes élèves, favoriser l'entrée de tous mes élèves dans les activités, favoriser la coopération entre mes élèves et le travail de groupe en visio. Laura, merci d'avoir précisé votre prénom. Ça permet effectivement qu'on puisse revenir un peu là-dessus et puis ensuite en parler un peu pour se dire, bon, bah, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, si ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez envie de, malgré tout, poursuivre l'expérience et vous dire, bon, bah, je tente sous une forme différente. Est-ce que Laura, vous voulez parler un petit peu de cette expérience-là? Oui, alors vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Alors en fait, j'ai testé des choses pas très élaborées parce que bah, pour des raisons techniques, hein, on ne sait jamais trop à quel point ça va marcher. Mm. Donc quand je dis travaux de groupe, c'était vraiment une répartition, par exemple une étude documentaire en divisant la classe, le groupe en trois ou quatre, et chaque groupe était chargé d'un document et devait ensuite restituer l'ensemble de la classe. Donc c'est vraiment pas très poussé par rapport à ce qu'on peut faire en classe. Bien sûr. En tout cas, les avantages, c'est que ça avait quand même bien fonctionné dans la mesure où je trouve que ça stimulait beaucoup les élèves en visio, ça les réveillait un petit peu, et ils m'avaient dit qu'ils avaient apprécié effectivement. Mm. Ah oui, bah, c'est chouette. Donc c'était plutôt positif alors. Oui, mais Ouais, c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé d'un point de vue cognitif. ouais. Bah, après, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus réinventer la pédagogie en quelques semaines, quoi. Oui. Ça demande déjà quand même pas mal d'adaptation. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui ont essayé effectivement d'autres techniques de coopération comme ça? J'ai l'impression que c'est pas mal ce qui a été travaillé déjà, je vois, avec le Padlet, les travaux de groupe que Frédéric mentionne. Et alors le Padlet, là, je vois qu'il y a deux enseignants qui l'ont utilisé, deux collègues qui l'ont utilisé. Comment comment ça a fonctionné à distance? Du coup, ben, je veux bien partager. Je voyais que personne parlait, du coup. Donc,
On va Donc, continuer. pour moi, pour le Padlet, je l'ai utilisé de plein de manières. Donc, j'ai un Padlet pour vraiment le plan de travail. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un Padlet PSE pour les secondes, premières, terminales. Et chaque colonne représente une classe. Et donc, sur D'accord. cette classe-là, il y a du coup le travail à faire à chaque fois que je rajoute chaque semaine. Comme ça, c'est quelque chose qui est assez visuel parce que c'est vrai que sur leur agenda partager tout ça, des fois, c'est un petit peu moins visuel pour eux. Il y a trop de choses. Donc voilà. Et puis après, ça peut être, par exemple, pour les révisions, pour les terminales, je leur ai mis plein de vidéos dessus pour réviser. Ah oui. Et après, sur justement le travail sur les podcasts, c'était vraiment un Padlet ressources où là, du coup, vous avez par thématique, par groupe, les ressources nécessaires, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que c'est super intéressant pour... Enfin, ça leur laisse effectivement beaucoup plus d'autonomie. Là, on travaille aussi sur l'autonomie des élèves, en fait. Ouais, complètement. Et du coup, c'est possible de partager ce Padlet peut-être pour donner des idées Alors oui, je à peux tout le aller faire monde. un coller. Alors c'est vrai que je suis sur mon portable, donc c'est pas évident, mais je vais Ah. faire. Mais ce serait Je chouette vais- de voir, ouais, effectivement, comment on peut s'approprier cet outil qui est effectivement, enfin, qui est pas mal pour partager des ressources, etc. Donc, quelqu'un d'autre a évoqué les Padlets, là. Donc, est-ce que d'autres parmi vous, Lucille, je vois que vous levez la main. Lucile, ouais. Alors, le micro est coupé, Lucille. Étourderie. Excusez-moi. Oui, je l'utilise de plus en plus. Moi, j'ai découvert cette année cet outil et c'est une révélation pour ordonner, pour collaborer avec les élèves. Et par exemple, en philosophie, quand on aborde une nouvelle activité, je prends un exemple en philosophie, la notion de liberté. La première activité, je leur demande voilà, quelle est leur représentation à eux de la liberté et ils doivent me trouver une image ou une citation qui leur correspond. Et comme ça, j'ai tout leur avis, on le montre au tableau et je remarque en fait, même des lycéens, même des BTS que j'ai en culture générale, eh bien, ils aiment bien qu'on puisse projeter leurs morceaux choisis. Et puis, Ouais. ça les amène à discuter, à justifier leur choix. Et je trouve que c'est une démarche qui les implique d'entrée de jeu dans l'activité, dans la notion. Donc, de plus en plus, je le pratique. En BTS aussi, par exemple, pour la thématique de la musique avant toute chose, ça permet de mettre des chansons, de les inviter à partager également leurs goûts musicaux. On peut parler de jazz, etc. Et ensuite, on peut aller plus loin après, peut-être dans les textes, mais commencer à partir de leurs ressentis, leurs impressions, leur goût. Oui, c'est pas mal. C'est tout à fait différent de ce que proposait Marine, quoi. C'est plus partager les représentations. En tout cas, oui, en point Ouais. de départ. Et Ouais, en puis point de départ. après, voilà, je n'hésite pas aussi à mettre sur le Padlet un bon paragraphe, valoriser le positif, en fait. Et souvent, ça crée quand même une émulation. Bon, c'est pas non plus à 100% de réussite, hein, Oui, rien n'est à 100% de réussite. non, voilà, parce que parfois on a des surprises. Hein. Je me suis rendu compte l'autre jour que j'avais des élèves de première qui revenaient toujours sur les lectures cursives. Et ça fait depuis septembre que j'ai donné la liste. Je me disais, mais où est le problème? Et où j'ai donné le Padlet. Et je me suis rendu compte que certains n'avaient pas compris qu'ils devaient cliquer sur une page, en fait. Ah oui. Ouais. Donc, parfois, voilà, il faut revenir à l'utilisation de l'outil. Ah, ben ça, c'est vrai. Hein. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes qu'ils sont forcément plus à l'aise. Hein. Ah non, mais c'est impressionnant parfois. Et des fois, il y a des choses qui nous échappent. Mais quand on participe soi-même à un webinaire ou à un atelier, on se rend compte que ce qui nous paraît évident quand on est prof, ça ne l'est pas tant que ça. Moi, tout à l'heure, là, pour trouver comment on mettait les post-it, j'ai eu un temps quand même de démarrage. Ouais, oui, c'est toujours ça. C'est vrai que c'est toujours bien de se retrouver dans la position de l'élève de temps en temps. Ça apprend l'humilité. Et alors, du coup, Lucille, est-ce que vous pouvez partager votre Padlet avec nous aussi?
Je Voir, ne sais pas. quelques-uns. Je vais essayer, mais j'ai un peu de souci avec mon iPad en ce moment. Alors, je vous promets rien parce que je ne veux pas vous perdre. Voilà, donc je vais essayer. Hein. Ça Je marche. vais essayer. Et alors, je vois que il y a eu, il y a pas mal d'outils de serious game ou des outils issus de la digitale. Les défis lecture. Et alors ça, c'est à améliorer. Peut-être qu'on peut passer 2 minutes à Gwenola. Oui, bonjour à tous. Alors, je voulais juste faire un petit retour sur mon expérience Padlet dernière, parce que je l'utilise Avec déjà depuis plaisir. des années. Excusez-moi, il est assez tôt chez nous, parce qu'on a le décalage horaire, je suis en Guadeloupe. Et en fait, on l'a utilisé avec mes élèves de tout niveau confondu du collège pour qu'ils se présentent aux élèves d'Erasmus. Parce que comme notre bande passante, elle est très capricieuse, on va dire, la vidéo, comme les autres élèves, et puis en face de nous, on a des pays partenaires où il y a des lycéens. Du coup, notre bande passante n'était pas suffisante pour qu'on puisse envoyer de la vidéo, du flux vidéo. Donc, j'ai utilisé le Padlet. Je l'ai mis, là, il n'est pas complet. Il manque quelques élèves qui ne se sont pas encore présentés puisque je leur ai donné du temps. Et ça permet à chaque élève de mettre sur notre Padlet une petite photo et son texte descriptif. Voilà. C'est relativement simple parce que c'est beaucoup d'élèves de 6e. J'ai quelques 3e qui l'ont complété. Voilà. Et sinon, je l'utilise aussi beaucoup en formation avec les collègues puisque je suis formatrice. Et du coup, je l'utilise beaucoup pour des feedbacks. Avec les élèves, ça marche. Avec les collègues, pardon, ça marche très bien. Ça leur permet de découvrir l'outil qui est relativement simple et sur lequel on a beaucoup de possibilités. Voilà, c'est mon retour d'expérience. Merci. Super, merci beaucoup. Ça nous donne un peu une nouvelle idée pour faire pratiquer un peu les élèves de manière digitale, quoi. Et tout à l'heure, il y avait une main qui se levait, mais qui s'est baissée. Bonjour, c'est moi, Oui. Paula. Bonjour à tous. J'ai aussi testé ce Padlet plusieurs fois. Le plus récent, je crois, c'est un Padlet que j'ai créé à l'occasion de la journée de la francophonie. Et j'ai créé une sorte de mur, c'est un mur interactif plutôt, ce Padlet. Et j'ai eu la surprise de voir quelques réactions de mes élèves, pas toute la classe s'est impliquée, alors je crois qu'il faut travailler davantage sur la motivation. Alors, je vais mettre ici le lien. Avec plaisir. Oui, et merci à tous les autres collègues qui m'ont donné des idées. Merci beaucoup. Je veux bien essayer c'est Lucille, je veux bien essayer de partager mon écran. Je crois qu'il suffit que j'aille sur partager et que vous acceptiez de partager mon écran. Je crois que c'est ça, non? Eh bien, ça a l'air de fonctionner, Lucille. Ah. Ça a l'air de fonctionner? Non, pas tout à fait encore. Qu'est-ce qu'il alors, manque? est-ce que Lucille c'est sur le a les temps, droits non? pour partager l'écran? C'est déjà ça la grande question. En dessous de la vidéo, normalement. Moi, c'est lancer la diffusion, peut-être? Non, il doit y avoir marqué partager l'écran quelque part, ça doit être inscrit. Oui, vous êtes en train de partager votre écran. Voilà, écrit. tout à fait. C'est bon. Donc après, c'est peut-être une question de connexion. Oui, parce que là, ce qu'on voit, c'est assez flou. Oui, pour l'instant. Alors, rien vous cacher. Je vais essayer de renforcer ma connexion avec un partage de co, peut-être. Bon, sinon, désolé. Ah, bon. Non, bon, je suis désolée. Je crois que je vais essayer de partager peut-être tout à l'heure, mais voilà. Ça doit être un problème de connexion. Sinon, avec le lien du Padlet, ça peut être aussi l'occasion de le faire. Donc, je vais arrêter la diffusion puis essayer d'améliorer la connexion. Ça marche. Merci beaucoup, Lucille, d'avoir tenté. Oui. Alors. Ok, donc je vois effectivement, il y a plein de choses, plein d'outils aussi, Kahoot, Learning App, Classroom Screen, effectivement plein d'outils qui sont assez chouettes à utiliser. Est-ce qu'il y a encore quelques-uns parmi vous qui veulent
peut-être parler des usages qu'ils font de ces outils-là ou même de pratiques. Justement, on a une question de Natacha dans le chat sur comment utiliser le Padlet avec tout le monde en visio. Donc, si vous avez des partages d'expérience là-dessus. Oui. En partageant l'écran quand ça fonctionne. D'habitude, ça fonctionne, mais là, je crois que j'ai un peu de souci avec mon iPad en ce moment, en fait. Bon, j'ai réessayé, mais vous êtes en train, mais non. Non, ça a l'air d'être assez capricieux. Oui, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Bon. Mais pas de chance parce que je crois que j'ai fait 30 Zooms avec les élèves et ça a toujours fonctionné. Donc, quoique. Ça a l'air de fonctionner, là, je me vois. Oui, mais j'ai pas. Oui, non, ben, j'arrive. Ouais, comment je vais faire pour partager ce que j'avais Alors, si je peux me permettre, Lucille, déjà peut-être couper la vidéo parce que ça mange de la bande passante. Ah oui, bonne astuce. Ouais, et ensuite, peut-être que ça risque de passer mieux. Voilà. Oui, mais j'ai l'impression que... Et peut-être que le temps que Lucille la démarche à suivre, est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient un peu partager leur pratique ou on passe rapidement à ce qu'on peut vous proposer comme outil? Ça fera peut-être écho. Oui. Virginia? Je me suis lancée dans un accent. Oui, moi aussi j'utilise le Padlet. C'est plutôt pour la pédagogie du projet quand on travaille sur un thème pour que les élèves se connectent et partagent leurs idées. Je vais voir si ça marche, si je partage mon écran. Oui, je pense que ça va aller. L'exemple, c'est dans le cadre d'un projet e-tuning. Voilà ce que vous voyez sur l'écran. Ah oui. On a travaillé. Ça marche. Et pour la journée de la francophonie et pour d'autres projets Erasmus+, pour le programme European Parliament Ambassador Schools, les élèves, les ambassadeurs juniors se connectent, préparent. Maintenant, il y a un centre d'information qu'on avait avant à l'école. Maintenant, on le fait en ligne et on met toutes sortes d'informations concernant les institutions de l'Union européenne, les autres sujets, les valeurs de l'Union européenne et les autres sujets concernant l'activité du Parlement européen, la démocratie. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est très riche. Oui, voilà, c'est un autre Padlet que j'ai commencé à créer pour un projet Erasmus+, pour les invités. Voilà. Mais à partir j'ai utilisé les comptes gratuits, mais maintenant j'ai un compte que j'ai payé, dont j'ai payé l'abonnement, pour lequel j'ai payé l'abonnement. Voilà. Oui, parce que sinon, effectivement, avec Padlet, au bout de 3, on est bloqué. Et ici, on met les petits projets de classe, les vidéos que les élèves réalisent, les affiches, les posters. Et voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Amélie. N'hésitez pas, Virginia, pardon, j'étais en train de lire. Arrêtez maintenant. Oui, et n'hésitez pas à partager le lien de vos Padlets dans le chat. Comme ça, on peut y accéder et ça donne des idées effectivement sur la façon dont on peut l'utiliser. Donc là, c'est vrai qu'on a fait un gros focus sur le chat, sur le Padlet, mais il y a eu pas mal d'idées qui sont ressorties et qu'on va peut-être réaborder maintenant, comme l'entraide entre les élèves ou l'auto-évaluation, des pratiques qui sont vraiment intéressantes, ou le travail de groupe, évidemment. C'est le moment, Hélène, où on va présenter un petit peu quelques outils, peut-être déjà à commencer autour de ces différentes thématiques.
Oui, tout à fait. Vous voulez que je commence par quelle stratégie? Allez, Juliette, dis-moi. Bah, tu vois là, entraide entre les élèves, Ouais, il me la semble coopération. qu'on a quelque chose sur le tutorat qu'on Oui, peut proposer. tout à fait. Alors, est-ce que, hop, si je descends dans la page, ça descend pour vous aussi? Oui, c'est bon. Ok, donc mettre en place un système de tutorat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Parce que Et peut-être qu'en attendant, on peut avoir le témoignage de la personne qui, justement, a lancé ça dans sa classe. Je ne connais pas le prénom, mais l'entraide entre élèves, celui qui est ou celle qui a proposé cette pratique, est-ce qu'on peut en savoir plus sur la façon dont ça s'est passé, etc. Ouais, on en a plusieurs. On a travaillé en groupe s'entraider. Travail de groupe, on a Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour Julie. Bonjour. C'est moi qui ai mis travailler en groupe et s'entraider. Je peux dire quelques petites choses. Moi, je travaille en CE1 dédoublé en zone prioritaire à Vitry-sur-Seine. Donc, j'ai la chance d'avoir un petit groupe d'élèves. Et cette année, j'ai la chance aussi d'avoir les mêmes élèves que l'année dernière. Un élève près. Ah oui. Donc, oui, j'ai suivi mes élèves. En gros, c'était un peu compliqué. J'ai un élève, comment dire, à besoin particulier qui n'a pas d'AVS cette année, mais qui a une notification. Et du coup, j'ai dû énormément différencier pour lui, pour un deuxième élève de la classe. Et dès le début de l'année dernière, il avait un comportement qui était quand même assez différent de celui de ses camarades. Et j'ai eu aussi une différenciation. Comment dire, c'est un élève qui avait besoin de beaucoup de pauses, de choses comme ça. Et il a fallu du coup expliquer aux autres élèves de la classe pourquoi, comment. Et en fait, à partir du moment où tout le monde a bien compris, j'ai trouvé que c'était assez, comment dire, intéressant. Et les élèves ont commencé à s'entraider, comment dire, naturellement. C'est-à-dire que quand les élèves ont terminé leur travail, volontairement, il y en a certains qui viennent me demander s'ils peuvent aller aider des copains. Moi, de toute manière, j'ai fait un peu de maternelle. Et j'ai toujours eu une façon de travailler qui mettait en place des groupes de travail, des groupes d'entraide, la coopération, des jeux de société où on pouvait du coup vraiment travailler ensemble. Et dès le début de l'année, on fait les règles de vie ensemble, on explique pourquoi il y a ces règles de vie et on essaie de s'adapter pour trouver aussi des solutions pour chacun. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, comment dire, beaucoup plus souvent et à plus grande échelle. Mais en ce moment, effectivement, on a des groupes où on pose des... Enfin, quand un élève de la classe a du mal à répondre à une question, on pose la question aux autres élèves pour que, voilà, que... Comment dire, je suis désolée, j'ai un peu de mal avec... voilà, pour clarifier. Oui, en gros, pour qu'ils s'entraident mutuellement. Et même les élèves à besoins particuliers de ma classe, qui ont par exemple des grosses difficultés à l'écrit, en lecture, sont des élèves qui sont très pertinents à l'oral, qui ont beaucoup de vocabulaire, donc qui vont comprendre tout ce qui est à l'oral, ils vont bien le comprendre, donc ils pourront l'expliquer à ceux qui arrivent à lire, réussissent à l'écrit, mais qui, par exemple, pour la compréhension orale, ce sera différent. Et je joue beaucoup sur la coopération des élèves de la classe. Super, merci beaucoup. C'est vrai que c'est assez inspirant. Est-ce que c'est une pratique qui est répandue chez les collègues
d'instaurer ça de manière soit informelle, soit formelle dans vos classes? Est-ce que c'est quelque chose que vous favorisez ou c'est quelque chose que justement vous aimeriez développer? N'hésitez pas à témoigner aussi sur le chat. Merci beaucoup Julie pour ce témoignage et d'avoir eu le courage de parler. C'est vrai que c'est pas toujours évident de prendre la parole. On a toujours les chants d'oiseaux d'Hélène qui nous accompagnent. Merci. Est-ce que vous voyez le page de la fiche outil de Peggy? Oui. Ok, super. Parce que justement, donc c'est l'une des... Tu me dis, Juliette, si tu veux présenter ou... Vas-y, parfait. Donc, c'est l'une des stratégies que l'on propose sur le parcours en genre accrochage, effectivement, de travailler sur ces notions de coopération et d'entraide. Et Peggy, qui est l'une des mentors sur le parcours et qui est enseignante en REP depuis 17 ans, justement, a produit cette petite fiche outil qui est disponible sur le parcours, sur la mise en place d'un système de tutorat. On voulait partager avec vous certains outils du parcours, voilà, si ça vous intéresse, parce que ça peut donner aussi des billes un peu concrètes quand on ne sait pas trop comment s'y prendre et comment commencer. Alors, c'est vrai ce que je lui disais, souvent le début d'année, les règles de vie, ça peut être voilà, des appuis pour commencer. Enfin, moi, en CP à Saint-Denis, c'est vrai que j'avais bien aimé ce moment et d'emblée, voilà, ça permet de lancer l'année et de donner le ton sur, bon, bah, voilà, on va réfléchir et construire ensemble. Et là, donc, ce que propose Peggy, c'est plutôt sur le système de tutorat entre pairs, entre élèves. Donc, voilà, on vous mettra les liens vers le parcours où toutes les ressources sont disponibles. Mais en gros, voilà, en 5 points, comment se lancer, donc faire comprendre l'intérêt de la collaboration, effectivement, expliciter pourquoi on se lance dans ce type de posture pédagogique avec les élèves, expliquer le fonctionnement du tutorat, ce que c'est un tuteur, établir une charte. Effectivement, proposer à tous les élèves de devenir tuteur à un moment pour éviter toute stigmatisation, parce que c'est vrai que les élèves sont très attentifs à cela, avec pourquoi pas effectivement un petit brevet du tuteur, de la lisibilité dans la classe et de la visibilité en affichant la liste des tuteurs, le petit panneau, moi j'aime bien l'idée, et enfin voilà. Et puis donc on a cette fiche sur le plutôt sur le tutorat, et après si je bascule sur la fiche outil d'Isabelle Peloux, vous voyez toujours la fiche de Peggy. Vous voyez toujours la fiche de Peggy. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon. Ok. Et donc, sur la coopération, on a tout un dossier avec Isabelle Peloux, qui a écrit La pédagogie de la coopération et qui est directrice de l'école des Ammanins. Je crois que c'est dans la Drôme, je crois qu'elle prend sa retraite cette année. En tout cas, voilà, donc on a essayé des outils qu'elle a structurés autour des séances coopératives. Et il y a toute une série de vidéos un peu tuto. Et en fait, cette fiche outil, elle explique quels sont un peu les préalables pour mettre en place cette séance. Donc voilà, il y a cet outil-là aussi en quelques points, si vous avez envie de tester et de vous lancer. Oui, voilà. Là, l'objectif un peu de ces prochaines minutes, j'essaye d'animer le chat en parallèle, mais c'est vrai que ça... Alors, je vais arrêter le partage du coup et je vais me remettre sur le chat. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était parfait d'avoir le partage d'écran. C'est de vous présenter effectivement des outils. On vous a dit qu'on vous parlerait peut-être un peu plus en avant du parcours en jeu raccrochage. C'est un parcours sur lequel on a travaillé avec Hélène de lutte contre le décrochage, qui était un peu un work in progress de toute cette année, qui a commencé en septembre et qui ensuite s'est poursuivi en février. On a lancé une version 1B, disons, une version bis. Et au sein de ce parcours, on vous propose des outils clés en main. Donc voilà les deux que vous a proposé Hélène, enfin vous a présenté Hélène, sur le tutorat et la coopération, et établir une séance coopérative en classe. Et du coup, on peut peut-être évoquer d'autres
d'autres stratégies, comme par exemple la question de l'autonomie, comment on peut soutenir l'autonomie des élèves, surtout en ce moment où finalement c'est aussi un enjeu de remobilisation en fait, que de les rendre plus autonomes, de les responsabiliser davantage. Je ne sais pas si vous avez pratiqué déjà un peu vous avez déjà mis en pratique un peu des choses dans cette stratégie. Est-ce que c'est une problématique qui vous touche de rendre vos élèves plus autonomes? Comment vous le faites? Voilà, donc là, vous avez une fiche outil que j'ai préparée sur un petit peu s'assurer qu'on donne un peu les outils à tout le monde pour être autonome, parce que c'est vrai que souvent, ça fait partie de ces injonctions pas très claires et implicites qu'on demande à nos élèves d'être autonomes. Et pourtant, on ne leur donne pas forcément tous les outils aussi. Donc, comment s'assurer que on a vraiment balisé le terrain pour que nos élèves soient le plus autonomes possible, sachent où trouver les ressources, vers qui se tourner s'il y a un problème, que les consignes soient assez claires et simples pour que ça ne pose pas de problème de compréhension dès le départ. Donc, voilà, c'est une petite checklist assez simple. Alors, je vois qu'il y a des questions. Laurence qui souligne la difficulté de pratiquer le tutorat quand certains... Alors, peut-être Laurence, est-ce que ça vous dit de partager votre difficulté? Oui, alors à l'oral, c'est plus simple. Alors oui, effectivement, j'ai mis en place un petit peu de tutorat en début d'année parce que j'ai des élèves à besoins spécifiques. Donc, un élève, à cette époque-là, j'avais un élève qui avait des problèmes de comportement. Et donc, ça veut dire qu'il pouvait, excusez-moi l'expression, piquer une crise sans raison et balancer des objets sur les camarades. Donc, il pouvait se montrer parfois très violent. Dans la même classe, j'ai toujours 4 dyslexiques et une autiste. Oui. Et donc, effectivement, à un moment donné, pour gagner un peu de temps, surtout pour l'élève autiste qui ne pouvait pas écrire, qu'elle était trop lente, j'ai mis en place un tutorat. Donc, une excellente élève avec cet élève. Et puis, j'ai eu des plaintes. Donc, du coup, je changeais de tutrice. Oui. J'ai eu les mêmes plaintes avec cette tutrice et toutes les deux me disaient, elle me disait qu'effectivement, la camarade, donc l'autiste, en profitait pour ne plus faire d'efforts du tout. Ça veut dire qu'à un moment, ils sont nés à l'interclasse, bon, les camarades prenaient leurs cours, prenaient des notes pour l'autiste, mais celle-ci partait, par exemple, faire sa pause pour aller en récréation. Ou encore, il y avait même quelquefois des insultes, des mots pas gentils, comme tu dis, surtout des critiques, parce que l'autiste qui est très, très méticuleuse et fait de la calligraphie quand elle écrit, ne supportait pas une écriture de moins bonne qualité parce que c'est quelqu'un d'autre qui écrivait. Donc, à moi-même, elle s'est permise de me faire une remarque parce qu'effectivement, elle trouvait que mon écriture n'était pas assez belle. Bref, pour cet élève-là, j'ai trouvé une solution. C'est que le soir rentrant, je tapais les cours et je les envoyais à la maman par MBN. Ou encore, à un moment donné, j'ai autorisé l'élève autiste à prendre des photos du tableau quand elle n'arrivait pas à suivre. Donc, cela a aidé. Mais en tout cas, le tutorat avait effectivement posé un gros problème. Et puis, même pour les travaux en groupe que j'ai mis en place il y a quelques années, j'ai vite arrêté parce que, voilà, les élèves qui étaient aidés, à un moment donné, en profitaient pour ne plus rien faire, pour ne pas progresser, ce qui n'était pas mon but. Bien sûr. Bien sûr, l'enjeu à chaque fois dans ces systèmes de tutorat ou dans les travaux de groupe, et l'écueil dans lequel on tombe bien vite, c'est que effectivement, il y en a certains qui font le travail pour les autres et ça les agace assez rapidement, ce qui est normal. Mais c'est que effectivement, on doit toujours être vigilant à ce que tout le monde produise, tout le monde apprenne. Et si ce contrat-là n'est pas rempli, effectivement, ça ne peut pas fonctionner.
Et c'est pour ça que parfois les travaux de groupe, je ne sais pas quel est le sentiment que vous avez, les collègues, sur les travaux de groupe, mais on peut vite tomber dans cet écueil-là de essayer de faire une production collective. Mais si on met l'intérêt et l'objectif sur la production, il va vite y avoir ce décalage entre ceux qui vont faire et ceux qui ne vont pas faire. Et ça va être comment on bascule de l'objectif de la production à l'objectif de l'apprentissage. En fait, il faut qu'à la fin, tout le monde ait appris quelque chose et pas forcément que tout le monde ait fait quelque chose. Parce que finalement, quand tout le monde a fait quelque chose, il y en a qui vont juste recopier sur le voisin les réponses qu'a données celui qui a travaillé pour le groupe, quoi. Et c'est vrai que si à un moment, ça réduit l'effort cognitif de certains, c'est qu'il y a un problème dans... Soit nous, on a mal cerné les enjeux de notre pratique, quoi, et c'est-à-dire il faut essayer de réfléchir à comment faire en sorte que tout le monde soit obligé d'apprendre, soit effectivement il y a un problème là, Laurence, ce dont vous témoignez, c'est que si votre élève qui a un trouble autistique arrête de travailler, c'est pas l'objectif, quoi. On est quand même pas en classe pour ne pas travailler, quoi. Il faut quand même qu'on puisse évoluer. Je vois l'heure qui tourne et les questions qui se... Et nous aussi, notre objectif qui était de se dire, on se projette sur la fin de l'année, comment qu'est-ce que vous auriez envie de développer, quelles sont vos envies sur la fin de l'année, plutôt que de se dire, bon, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, ces choses-là, on se dit, bon, bah voilà, on arrête pour un temps les travaux de groupe et puis on s'y remettra quand on aura dépassé ça ou quand on aura trouvé des nouvelles solutions. Mais qu'est-ce qui vous motiverait pour cette fin d'année en ayant peut-être le cadre de ces 7 stratégies, soit dans comment je peux développer la métacognition dans ma classe, est-ce que c'est ça qui va me motiver pour cette fin d'année, comment je peux enseigner de manière un peu plus explicite, comment je peux développer la coopération, qu'est-ce que vous auriez envie de tester, soit dans le chat là pour les 8 minutes qui nous restent, même 5 minutes qui nous restent, parce qu'en fait, il faudrait qu'on parle un petit peu de la suite. Je pense qu'on va peut-être rester dans le chat, ce sera plus simple, ça nous évitera de faire des allers-retours sur le tableau avec les post-it. Alors, Virginie, est-ce que vous voulez évoquer ce que c'est que les îlots bonifiés, la méthode de Marie, ou... Sinon, je peux le faire. Virginie, allez-y. Je peux le faire, oui, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, parfait. Donc, alors moi, je suis coordo d'Ulysse en collège, mais avant, j'étais professeure de SVT et j'avais mis en place ces îlots bonifiés, donc selon la technique de Marie Rivoire, qui est une enseignante de lettres, je crois. D'anglais. D'anglais. Donc, le principe, alors après, je vous inviterai à aller chercher sur Internet sa méthode, le fonctionnement précis, mais l'idée c'était de proposer aux élèves de se mettre en groupe de 4 ou 5, des groupes choisis par les élèves, et en fait tout au long des séances de faire travailler les élèves par groupe et en bonifiant les bonnes réponses, que ce soit des réponses à l'oral, des réponses écrites, ça peut être aussi sur du comportement, ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi, de récompenser entre guillemets les élèves du groupe par des points verts, et au bout d'un certain nombre de points verts, en général, on bloque les compteurs. Dès qu'il y a un groupe qui est arrivé à 20 points verts, on bloque les compteurs et on met une note de groupe. Moi, l'avantage que j'ai trouvé dans ce système, c'est que en fait, spontanément, les élèves vont se regrouper par niveau. Donc, j'avais en général un groupe d'élèves, de bons élèves qui se mettaient ensemble pour travailler ensemble. Après, j'avais un groupe avec les élèves les plus pénibles de la classe, 4 ou 5 qui me dérangent.
Et puis après, j'avais 3, 4 groupes, le reste avec des groupes un peu moyens. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, au moment où les élèves sont en travail, le prof peut s'asseoir avec le groupe, entre guillemets, de pénibles et les faire vraiment travailler à leur rythme, les obliger à travailler, à progresser. Pendant que les autres sont plus ou moins en autonomie, avec des aides éventuelles pour résoudre les activités. Et voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que ce système était vraiment très, très intéressant et leur permettait vraiment de tous progresser. Et vous, Virginie, pardon. Oui. Et ça fait combien de temps que vous le mettez en place? Ça, je l'ai fait. Moi, ça fait 7 ans que je suis coordonnatrice, donc je ne le fais plus. Mais avant, je l'ai fait. Donc ça remonte à il y a 12 ans, on va dire. Je l'ai fait pendant 5 ans et ça marchait vraiment très, très bien. Et j'ai trouvé ça super comme principe. Bah, super, c'est vrai que ça donne envie en tout cas. Non, c'était vraiment très intéressant. Mais le principe, il faut accepter de dire on laisse les élèves se mettre ensemble comme ils veulent. Et dès qu'il y a un groupe qui atteint 20 points verts, on change les groupes. Voilà. Donc, ils se remettent entre eux, mais voilà, il fallait quand même... il y avait la possibilité de changer, on n'était pas toujours avec les mêmes élèves si on voulait, et puis c'était vraiment très intéressant comme principe. Voilà. Super, bah, merci beaucoup Virginie, parce que c'est vrai que c'est des pratiques qu'il est bon de partager. Ça permet toujours de faire un peu des choses différemment. Je vois qu'il est 56, peut-être juste avant qu'on se quitte. Steph a parlé des centres d'autonomie et comme je ne connais pas, bah, par curiosité, j'aimerais bien en savoir plus. Si Steph est toujours là, évidemment. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, très bien, merci. Alors, je ne me suis pas beaucoup plus penchée dessus parce que j'ai vu que ça demandait quand même une bonne organisation. En fait, il s'agit de mettre en place différents groupes avec donc des centres d'autonomie. Donc, par exemple, un centre sur tout ce qui est art visuel, un centre mathématique, un centre français. Et donc, avec après différents défis qui feraient évoluer et qui mettraient en avant vraiment comment dire, les compétences pour lesquelles certains élèves sont plus à l'aise et pour d'autres, et ça permettrait de valoriser un peu plus ce que réussissent les élèves par rapport à d'autres matières dans lesquelles ils sont un peu moins à l'aise. Maintenant, de ce que j'ai pu regarder, en tout cas sur Internet, en cherchant un peu, ça demande quand même une organisation déjà spatiale dans la classe. Il faut avoir une classe déjà assez grande pour le faire. Et puis au niveau du matériel aussi, donc peut-être pas le faire cette année, mais voilà, c'est une idée qui me semblait quand même intéressante pour par exemple, réussir à raccrocher des élèves qui se sont tirés découragés sur des matières de base, français ou mathématiques, et qui du coup se verraient peut-être plus valorisés dans d'autres matières un peu plus secondaires, si on peut dire, en voyant qu'ils arrivent à mener ces centres et même par rapport dans un groupe, à vraiment se sortir du lot et à montrer qu'ils arrivent les choses mieux que par exemple en maths ou en français. Donc voilà, j'ai pas trop de choses à développer à ce niveau-là, mais voilà, j'avais ça donne des pistes. Et voilà, mais c'est vrai que ça demande quelque chose de bonne préparation en amont, un peu sous tout rapport, que ce soit matériel, que ce soit réflexion aussi. Et je pense qu'après, on retombe aussi un peu dans les travers éventuellement du travail en groupe, qui fait que est-ce que tous les élèves vont être vraiment motivés pour s'investir dans chaque centre? Parce que le but, c'est que chacun passe un peu dans tous les centres. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y en a, le dessin, c'est pas trop leur truc, ou le français, c'est très compliqué à faire, on va dire, un peu en autonomie. Donc, c'est vrai que ça pose pas mal de questions quand même dans la pratique, je pense,
Voilà, donc ça demande une bonne réflexion ça demande en une amont. réflexion pour tout cadrer, etc. Mais Voilà. alors, du coup, plutôt dans le primaire. Oui, voilà, moi je suis dans le primaire. Oui. Ouais. Dans le secondaire, c'est quand même plus compliqué. Oui. Oui, ou faire ça peut-être sur un thème en particulier, mais. Oui. Donc, ouais. Moi, j'avais rencontré un problème. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. Oui, c'est au moment de la restitution. En fait, c'est une classe de 34 et donc 9 groupes. Et au moment de la restitution orale, aucun groupe ne veut rester sur le carreau. Ça me paraît légitime de vouloir présenter, mais alors au niveau du temps, ça a pris énormément de temps. Et puis, il arrive un moment où ça devient lassant. Et je n'ai pas trouvé la solution pour qu'il n'y ait pas peut-être ce temps de restitution ensuite. Et c'est dommage parce que certains groupes font ça tellement bien qu'on a envie de les écouter. Mais les écouter, eux, c'est mettre les autres sur le côté. C'est pas génial non plus. Moi, j'ai pas trouvé de solution. Si quelqu'un en a, ça me tente bien. Ouais, si quelqu'un en a dans le chat, n'hésitez pas. Et je vois l'heure qui tourne. Gwenola, on va prendre cette dernière remarque, mais après, c'est fini. Oui, c'est pour lui donner un point éventuellement. Tu peux utiliser ce que la disait tout à l'heure, un podcast, un enregistrement justement vocal sur un appareil mobile, je ne sais pas, et de telle sorte qu'à un moment, tu puisses revenir sur un des groupes. Moi, en début d'année, j'attribue des rôles qui vont tourner tout au long de l'année, mais c'est vrai que moi, je suis en technologie au secondaire, on travaille en îlot. Donc, je fais une évaluation diagnostique, je crée des groupes et ensuite, je vais les modifier selon les affinités et selon ce que j'aurais observé des compétences de chaque élève. Et pour éviter que l'élève se repose trop sur le reste de son groupe, je change les responsabilités régulièrement. Ça demande d'être au taquet, attentif à sa classe, à ses élèves, de faire aussi un petit point sur comment ils ressentent le dispositif de temps en temps pour faire un focus et faire un feedback de nos élèves. Alors, ça demande une organisation qui est assez lourde au départ, mais une fois que c'est mis en place et qu'on a trouvé notre routine à nous en tant qu'enseignants et qu'on leur suggère cette routine sans que ce soit trop une injonction, ça devient évident et les élèves adorent ce type de fonctionnement. Voilà, c'est mon retour. Merci. Ouais, super, merci. L'idée du podcast de l'enregistrement, ça me semble super. Parce que, oui, ça me semble une bonne idée. Je suis désolée, on va devoir arrêter là.